Bonjour tout le monde. ميكرو سي عبد الرحمن ميكرو. C'est Bchri, vous m'entendez maintenant? C'est bon. Donc juste, j'attends Madame Oumest. Je ne sais pas est-ce qu'il est parmi nous sous un autre nom pour entamer le... Madame Asma? C'est bon? C'est bon? Ok, donc nous allons commencer. Si vous permettez, je ne sais pas, Madame Oumest était avec nous, mais je ne la vois plus. Je ne sais pas pour quelle raison. J'espère qu'il va encore nous rejoindre. Que, merci beaucoup d'être parmi nous.
dans ce deuxième webinaire, qui est un webinaire d'une série que l'ANZOA organise autour de la réserve de biosphère et de l'Argane. Nous avons appelé Webin-Argane. Donc, c'est notre deuxième webinaire. Donc, permettez-moi, au nom de l'ANZOA et toute l'équipe et de notre directrice générale, notre directeur, de vous remercier pour avoir participé avec nous. Il y a peut-être parmi nous quelques collègues qui ont besoin de la traduction, mais je vais essayer de le faire à fur et à mesure. Donc, thank you for being here. On behalf of ANZOA and our management, I thank you for being here in this webinar, the second edition of this webinar about Argane and Argane biosphere. It's a webinar that we are launching as an opportunity to share knowledge and to share experiences at national level, but also with international colleagues. Donc, c'est une opportunité pour partager des expériences, pour partager des acquis avec nos partenaires nationaux et internationaux, avec une finalité majeure, c'est un peu de promouvoir le développement intégré et durable dans les réserves de biosphère, donc to promote sustainability and integrated development biosphere reserves, mais en attaquant des sujets d'actualité qui nous permettent soit de tracer des orientations, des stratégies pour promouvoir ce développement. Donc, to address issues and current topics and subjects that will help us in the biosphere reserve of Argane to promote the sustainability and promote new orientations, new projects, and new strategies. And we aim to mutual learning, mutual sharing. Notre ambition, c'est un apprentissage mutuel. Donc, en votre nom à tous, je remercie les participants et ceux qui vont donner des présentations. Ils sont tous des experts dans leur domaine avec différentes perspectives et dimensions d'expérience dans le sujet que nous allons traiter aujourd'hui, qui est le marché carbone et l'empreinte carbone, avec une ambition de partager des expériences autour de... On doit apprendre sur ce sujet, mais aussi apprendre à travers les experts qui sont parmi nous, comment on peut calculer, mais aussi proposer, développer des actions et des programmes d'action avec nous tous. Donc, dans ce webinaire, nous allons avoir 5 contributions qui tracent différentes expériences. Si vous permettez, je demande, I will ask the panelists, please try to do it in 15 minutes. Essayez de le faire en 15 minutes. Comme ça, nous allons avoir assez de temps pour une discussion et peut-être aussi des questions que nous allons poser aux différents participants à la fin de ce webinaire. Donc, bien sûr, comme on l'a coutumé, on va finir avec une synthèse et quelques recommandations que vous estimez être utiles pour la suite à donner au débat et aux discussions que nous allons avoir autour de ce sujet. So please try to make it in 15 minutes and we will have a question session by the end for 15 to 20 minutes. And please formulate any recommendation that you see that will be useful for us and for the ecosystem and the subject we'll be discussing in this webinar. So I will give the floor for the first presentation that will be given by Dr. Balaghi Riyad.
with a researcher from Minera, but also coordinator of the AAA initiative. And I will let him, if he wants to add something else, presenting himself. And please, Mr. Riyad, if you can do it in 15 minutes, that will be great. And will let us have more time at the end of the webinar for discussion. So the floor is yours. Please see. Thank you, Edhaj. Hello, everyone. Just a question: do I make it in French or in English? It's up to you. Okay, I'll try to make it in both. It will not be perfect. So let me share my screen first. Do you see my screen? Yes, thank you. Ok, je vais le faire en français et en anglais. Je vais essayer pour. Je vais essayer. Il y a un bruit de fond. Est-ce que il y a des micros qui sont ouverts? Some mics are open. Can you please cut the mics? C'est bon? Vous voyez mon écran? So we can proceed. Yes, it's clear. Okay. Yeah, yes, it's clear. Go ahead. So this work was undertaken last year. It was led by FAO in Morocco, and under the supervision of UNZOA, and the regional direction of the agriculture of Sous. The idea of this study was to assess or to evaluate the footprint, the carbon footprints of the argan trees plantation, the new plantation. L'objectif de cette étude, c'était d'évaluer l'empreinte carbone des plantations d'arganiers, de nouvelles plantations d'arganiers, et en fait de voir comment on pouvait baisser l'empreinte carbone des plantations d'arganiers, et de faire de l'arganier un modèle à suivre dans le domaine de la décarbonation. Le même travail a été fait aussi pour le palmier dattier dans la région de Drahata-Filelt. So the same study was undertaken in the region of Drahata-Filelt in Morocco, but on the palm tree, not argan. So both species were taken as examples to reduce the carbon footprints and to assess whether we can make some actions or undertake some action to reduce these footprints. So the objective first, it was, as I said, to evaluate the footprint, to suggest a decarbonation strategy in the framework of the National Strategy for Sustainable Development. Et tout ça dans le cadre de la stratégie nationale du développement durable et des objectifs climatiques du Maroc, mais également pour faire face aux défis que pose par exemple l'Union européenne en termes d'empreinte carbone des produits exportés. So at the same time, the idea was also to support the argan value chain in facing the Green Deal of the European Union, which I remember that I remind that the objective of the Green Deal was to reduce the footprint, all the value chains in Europe, and including the imports to Europe. So the methodology we followed, the one developed by FAO, it's a new tool released 3 years ago. I think it was in 2022. Released by FAO, which consists in assessing the footprint of any value chain in agriculture, but also forestry, and also this tool was developed also to try to develop
mitigation strategies for the value chains. On a utilisé un outil de la FAO qui s'appelle Next, qui est un outil qui a été récemment développé. En fait, il fait suite à d'autres outils qui avaient été développés comme Exact par le passé. Et donc, c'est une nouvelle version qui permet de prendre les chaînes de valeur agricoles. But it's the first time FAO tests this tool in the whole value chain. It was tested elsewhere over the world, but not for the entire value chain. C'est la première fois que la FAO a utilisé cet outil pour l'évaluation du bilan carbone sur une chaîne de valeur agricole. Donc, c'était un test pour cet outil de la FAO. Et c'était aussi une expérience nouvelle au Maroc pour nous. And it was a fantastic experience for the Moroccan side, the Ministry of Agriculture and ZOA and the related agencies of the Ministry of Agriculture. So we hope that in the future we can make the same exercise for any other value chain that face the same issues. So we considered some hypotheses in terms of area expansion whether for the argan, the planted argan tree or domesticated argan tree, or even the forest argan tree. On a pris des hypothèses clés. Vous pouvez avoir accès au document complet de cette étude. On a pris un certain nombre d'hypothèses. Il y en a beaucoup, des hypothèses. Il y a des hypothèses d'évolution des superficies, de l'arganier planté, comme ici, comme on le montre sur la gauche, mais aussi du reboisement de l'arganier forestier. On considère que d'ici 2050, on aura 50 000 hectares de plus en termes de densification, quand on ramène ça en termes de superficie de l'arganier forestier, et puis une plantation d'un équivalent de 136 000 hectares d'arganier plantés dans le cadre du projet, de l'extension du projet d'arganier cultivé dans le Sous-Massa. Je rappelle qu'on considère uniquement le Sous-Massa, hein, pas toute la zone d'arganiculture. So we consider some hypotheses to undertake this estimation of the carbon footprint. First of all, in terms of area planted, even in the forest area and the planted area, and other hypotheses related to the production of the argan tree when it is very young. Between 10 and 20 years old, it's 8 kilos per tree and 15 kilos per tree beyond the 20 years old trees. And other hypotheses related to the amount of irrigation for the new planted trees, related to the terrain. Le terrain delineation and so on. On a pris plusieurs hypothèses, hein, pas uniquement les superficies, mais par exemple les quantités d'eau d'irrigation qu'on a apportées aux nouvelles plantations d'arganier, au terrassement de la zone de plantation, des hypothèses relatives aux facteurs d'émission, aux facteurs de séquestration, etc., etc. Tout ça est détaillé dans un document dont vous pourrez avoir l'accès. Et on fait le bilan carbone grâce à cet outil. Et je résume, c'est un travail qui a pris presque 1 an. Je résume tout ça en 15 minutes. Et donc, le calcul montre que la filière prise depuis la production jusqu'à la transformation, on n'a pas considéré après le reste, commercialisation, exportation vers l'étranger de l'huile, on n'a pas considéré. On s'est arrêté à la transformation. Parce qu'à un moment donné, il faut délimiter le périmètre. Oui, on montre que le bilan est globalement négatif. Négatif en termes de bilan. Ça veut dire que c'est bon. C'est bon pour la filière. Ça veut dire que la filière, elle séquestre du carbone plus qu'elle n'en émet. Et bien sûr, c'est grâce à la dynamique de plantation.
Mais l'évolution, je vais le montrer dans la slide suivante, montre qu'au fur et à mesure qu'il va y avoir le développement de la filière, plus de transformation, les choses peuvent prendre et que la stabilisation de la croissance des arbres se fera, il y aura de plus en plus d'émissions que de séquestration dans le futur. So what we demonstrated that the carbon footprint is negative, which is good, meaning that it is sequestrating more than it is emitting greenhouse gases in the atmosphere. But of course, this dynamic is maintained by the rhythm of the plantation. But at the time we will reach a plateau of the growth of the trees, the sequestration will be less and less, but the transformation parts of the value chain, which consist on producing argan oil, whether for cosmetic or for food, will be higher than the emission part will be increasing. So this is the figure at the end. You see in yellow the transformation part of the carbon footprint. That's the more the transformation will take place, the more we'll be emitting, the value chain will be emitting. And of course, the production is sequestrating, but around 2070, you see that they will reach a plateau of growth, of tree growth, and then would be no more sequestration, but more and more emission from the transformation part of the value chain. But even il y a un micro ouvert, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez le fermer? Je demande à l'administrateur de couper les micros, s'il vous plaît. Je vais fermer votre micro. C'est bon, là, tu coupe. Seems like Riyad is on mute. Seems like he's on mute. Riyad, you are on mute. Sorry, I was on mute? Yeah. You muted me. You muted me as well. Okay. So you only have 5 minutes left. Yes, I'm almost finished. The sequestration is very about the emission due to the modernization of the value chain will take place in the future, and we'll be so vigilant against that. And you have the details. So we considered the argan oil produced on site, the argan oil for food, and the argan oil for cosmetic purposes. And of course, the argan oil for food is consuming more energy for the torrefication. I don't know if it's called like that. But even if this amount of energy that is bigger in the argan oil for food, the footprint is négative. On a considéré l'empreinte carbone sur site, c'est-à-dire dans les coopératives sur site. Et après, on a considéré l'empreinte carbone de l'huile d'argan pour cosmétique et alimentaire. Sachant que alimentaire, il y a le processus de torréfication qui s'ajoute et qui consomme plus d'énergie. Mais dans tous les cas, l'empreinte carbone est négative, ce qui est une bonne chose. Ça veut dire qu'il y a un potentiel, dans cette chaîne de valeur et que pour l'exportation, on peut avoir un bon argumentaire pour cette chaîne de valeur. Ce n'est pas une certification,
parce que la certification, c'est autre chose. Mais disons que c'est un bon point de départ pour une certification. Beyond that, we made some scenarios for decarbonation of the value chain. We considered some in terms of electric and gas reduction, consumption of and also we on terms of reduction of consumption of gasoline for irrigation, the transport of water from the water sources to the planted areas. On a considéré aussi des scénarios de décarbonation dans le cadre de l'irrigation, des jeunes plantations, et aussi dans la préparation du terrain. C'est les trois postes qui sont importants. Et on montre aussi qu'il y a un potentiel de décarbonation à l'horizon 2050. So we foreseen some decarbonation potential of this value chain, given some assumption in terms of reduction in water irrigation water, and in terms of preparation of the terrain, and also the transformation. So I conclude by saying that the carbon footprint is negative, which is good. There is a big potential in terms of decarbonation of the value chain, but there are still, of course, some opportunities, but also some challenges related to the value chain in the future. And we suggested that we proposed a project that could be submitted to the GCF. À partir de là, nous avons développé un projet de décarbonation de la filière à soumettre, par exemple, au Fonds vert pour le climat, qui consiste à réduire les émissions des gaz à effet de serre, renforcer la compétitivité de la filière, réduire les coûts de production et être un modèle réplicable pour d'autres filières. The idea is to reduce the carbon footprint more and more of the Argane value chain, and to reinforce the competitivity of the value chain, reducing the costs of production, but also to be a replicable model for any other value chain in agriculture, even in the region or elsewhere. And it consisted the project consisted in installing photovoltaic units in the transformation units, which can benefit directly to more than 3,000 people, and indirectly to more than 25,000 people, and reducing about 200,000 tons CO2 equivalent, with the needed financing of about 40 million USD, from which 30 million from the Green Climate Fund. So, c'est un projet essentiellement de réduction de l'énergie utilisée dans les unités de transformation qui sont sur place, sur 164 unités de transformation, qui peut bénéficier à plus de 3000 personnes directement, 25 000 indirectement, et réduire de 200 000 tonnes équivalent CO2 sur 20 ans les émissions de gaz à effet de serre, avec un financement de 40 millions de dollars. Et voilà la déclinaison de ce projet avec 4 composantes: l'installation des panneaux, gestion, renforcement de capacité et l'efficacité énergétique, avec les impacts environnementaux, institutionnels, socio-économiques importants du projet. Et merci de votre attention. Thank you so much. Thank you, Mr. Riyad. Thank you for this presentation that is giving an idea about what is going on as the estimate of the Argane footprint, but also the future by 2000 for decarbonation. And there is some good project that may be implemented by all the stakeholders in the Argane area. So, merci Riyad donc pour la présentation qui montre que
la filière est une filière qui a un potentiel de séquestration, mais aussi avec des projets, des perspectives de décarbonation très intéressantes. Donc, j'appelle Madame Asma Oumest. Si vous pouvez préparer votre présentation, ce que je vous propose, c'est de laisser un peu de noter vos questions pour Seriad à la fin, et comme ça, on aura 15 à 20 minutes pour discuter des différentes présentations. Donc, Madame Asma Oumest, PhD student from University of Nosor and INRA. Waiting for your presentation, please. Je l'ai vu tout à l'heure. Madame Oumest. Pouvez-vous, s'il vous plaît, activer le micro? Oui. Ok. Deuxième que le micro de la licence. Si vous ne l'êtes pas encore en fait, on peut vous donner. Hein? Elle a demandé d'activer le micro. Asma. Tu écris juste Asma Four, quoi. Tu écris juste son nom. Voilà, mais c'est à votre niveau, c'est à votre niveau qu'il doit être activé. Pour le micro, ne pas la main. C'est bon? Il n'est pas activé. Donc, en attendant, let's wait for Madame Oumest to solve the micro problem. From here. If you can proceed with your presentation, please. You can. C'est Mohamed, you are with us? Oui, petit Albert. Yeah, please, you can proceed waiting for. You can go with your presentation, please. Okay, wait a second. I don't know what's happening with the connection, but I could go forward. Yes. Can you see my presentation? Yes. Yes. Just put it on presenter mode. Thank you. Thank you. So the floor. Yeah. Thank you. Please make it in 15 minutes. Okay. Okay, thank you. So, here I'm going to present a little bit the results of an afforestation project that we had here in
Bengurir at UM6P's experimental farm. It's not directly related to Argane itself, but at least it shares a little bit of the methods we used and the results we got, and we could compare them later with the colleagues when they are presenting results about the Argane tree. So I guess I'm just going to go through this very fast. So we all know that climate change is real, and temperatures are getting higher and higher, and also countries are making many pledges, and and currently we are not in the targets actually we promised. We are already going up, and so other than cutting the emissions from sources, the carbon sequestration is one of the solutions that could help a little bit mitigate the emissions coming from the industries. So there are many studies that have been done and about the potential of different technologies and in the different area of the world, and we can see generally that by far reforestation, afforestation is one of the less expensive, but also the technology that's having the most potential to sequestrate carbon. Also, we can see that in agronomy, the use of biochar or trees in croplands, mainly named agroforestry, is one also of the most promising technologies for carbon sequestration. So we had a project here at UM6P who is interested in biosequestration of carbon dioxide in the Moroccan environment. The idea was to try to use fast-growing trees in dry areas and irrigate them. So the idea was to do an irrigated afforestation with less water than what we can find in agriculture, but to see if we are using or we are generating carbon credits from those plantations, are they going to pay for the renewable water, the sustainable source of water used? So here we were mainly thinking about desalination. If we're using the desalinated water for forest irrigation, if we used carbon credits, can we pay back the price of water? So the idea was to use the fast-growing tree to optimize water utilization or use in those plantation and choose the best irrigation method. Also, the idea was to the reclamation of marginal land and try to create value in the local agro ecosystem. And for sure, one of the environmental byproducts is the combat of desertification, since we were thinking about installing those forests in dry areas with our southern Morocco. So we had an experiment of 2 hectares in Bengurir, as I said before. So this is will give you an idea about where we were planting. So the land is quite empty and we had nothing there, and it gives you a little bit an idea about the landscape we were working with. So we studied many factors. So we had it was a whole experimental design, but with 3 irrigation, well, it's not irrigation methods, but well, we had a rain-fed plot as a control, and we had 2 irrigation techniques: drip irrigation and tank irrigation. And at the same time, we used 4 soil treatments, which was mixed soil or disturbed soil. So we just took out the soil, disturbed it, made it looser, and take it back to the plots. We had direct planting, which is just plant the trees directly without any soil treatment or soil without moving the soil. We have the use of biochar at a volume of 5%, and also we used peat moss at the volume of 25%. So here was just to see if the addition of organic matter will improve biomass development and water use efficiency. For the species, we worked with
7 species, native and naturalized species. So we are talking mainly about Pistachia atlantica, Acacia gamifera, carob tree, Aleppo pine tree, Moringa oleifera, Eucalyptus camaldulensis, and the Paulonia clone 112, which is known by by being a very fast-growing tree. So this is just now to go into detail. The plantation was made in 2019 as well, and was a very high density plantation to be able to do destructive sampling for carbon sequestration. So this is a photo after that. So it's the same landscape, but like 3 months later, where we were just planting the young seedlings. So just to give you an idea here, I'm going to present like till 2023 the results, like 2 to 3 years after plantation. We had, as you know, generally in Bengurir, the first year we had like 132 millimeter, the second year 174, and the third year 86 millimeters. So as you can see, it's a very low. We have very low precipitation with very high evapotranspiration rate. We are talking about at least 1,600 millimeters. The temperature, it can go from very low temperatures, like below 0 in some years in winter, to plus 50 or plus 48, 49 during summer in the maximum. So what we did is like we did a full monitoring of growth to see what are the main things that we can monitor to estimate carbon sequestration. So we did non-destructive monitoring like height, shoot trunk diameter, crown diameter, above, and then destructive sampling. And here we are talking about above ground biomass, mainly biomass architecture, and below ground biomass, which is also include biomass and architecture. The survival rate. So we monitored survival rate for 3 years to see what happened in our plantation. Also, we followed some physiological parameters and also soil carbon. For irrigation level, this is just to give you an idea how much we gave. So this is in liters per tree per month for the for 2 techniques like tank irrigation and drip irrigation. They were nearly the same, a little bit of differences because drip irrigation can be more regular. So, and here we didn't use drip irrigation, we used subsurface drip irrigation. And you can see that we irrigate per tree in the duration of here for 2 years around 1,400 liters per tree. And here it will give you an idea in millimeters how much we're given in area, and knowing that our density was very high. So we started with a density of 2,000 trees per hectare, and now we're at 700 something. So as you can see that in the first year we gave around, well, yeah, between 160 to 190 millimeters. Second year it's cumulative millimeters. So the second year we were at a little bit higher than 300 millimeters, and the third year we are between 450 to 500 millimeter of added irrigation, plus the water we're getting from rainfall, which was very, very low. So so just to give an idea that how this with, I don't know if I could use pointer. Yeah. So here you could see that the density that we had before the sampling and after each sampling, and also the irrigation level we're irrigating. So each year we were way less than 200 millimeters. And this is just to give a comparison for our other agricultural orchids. And that's mainly because we want to show that by implementing projects like these, we are not in competition with agriculture. We want just to complement. If there are projects to be implemented like this one, we just want to complement what is existing, but not using the same land as agricultural lands. So this is, if you remember the photo I show you,
was in April. This was in September, like 6 months later, and you can see that the fast-growing trees like moringa and eucalyptus were doing very great, even with low water inputs. So this is just to give you an idea about the mortality. I'm not going into the details, but you can see that most of the trees were doing quite well. The only species that were suffering is Paulonia, because with the amount of water we are given, it's not enough for enough for the tree to survive. And it was just a kind of proof of concept, because there were many people who were promising that this tree can do very well in dry environment, but with water levels that are competitive with agriculture, probably. Here, the most important one is rain-fed, and we can see that here we started to have some kind of mortality, and we can see that adding peat moss or biochar helped a little bit to mitigate the first summer. If you can see here, in between 2019 and 2020, we had a high mortality in species in non-amended soils. And here with the biochar and peat moss, you can see that most of trees survived without irrigation the first year. And here you can see that if you are not able, or you don't know in your project if you're going to irrigate the first year or not, or you are not sure of the water source, adding some kind of organic matter can improve the survival rate significantly. About the grow rate, here it's going to we're just showing the 6 species, and each colors mean 1 irrigation, and you can see that for all species it was the same, nearly the same for drip irrigation, tank irrigation, but for eucalyptus it is a very high that's a species that uses water very efficiently, and we can see that the drip irrigation was doing way better than the other irrigation levels. And this is just to give you an idea about the differences between non-irrigated and irrigated trees, even if the irrigation level are very low. So going to the heart of the subject, which is CO2 sequestration, and here it was mainly data from extensive destructive samplings, and generally the species that were doing well, that shows high growth, showed high carbon sequestration. And from the first year, eucalyptus sequestrated around 5 kilograms per tree of CO2, followed by moringa, where we had nearly 2 kilograms, and followed by carob tree, which is what was 1 kilogram point 0.2, and always they were doing better in drip irrigation, if you can see the DI. Here, the second year, you can see that the eucalyptus really started, had a very important growth, and you can see that now we are talking about 20 kilograms per tree of CO2, followed by moringa by nearly 10, and followed by carob tree and alipopine with 2.3. So here I don't have argan directly, but I guess if we had argan here in this experimentation, it will be something closer to acacia, knowing that they have, at least for the first 2 years, knowing that they have nearly the same biomass. It will be somewhere between acacia and Pistachia atlantica. So it will be in the lower side, especially in those first years. And here I'm talking mainly about seedlings coming from seeds, not from grafting. So here it's going to give you an idea how we sequestrated each year, and each irrigation compared to the other. And you can see that the higher point in rain-fed was very low in tank irrigation, and also the higher point in tank irrigation is low in drip irrigation. There is an echo. Okay, so I'm not going to take a lot of time here. This is just the biomass allocation depending on irrigation, and this is just to say that we had an assumption that generally when the seedlings are not irrigated very well, they will develop more root systems, but we find in the contrary that the root system was way more developed with well irrigated trees than the rain-fed, and also compared to the tank irrigation. 2 minutes, please, So- left.
2 minutes. Okay, I'm going to end, probably use this as my last slide. Here we just try to express our carbon sequestration level with how much water we added. And here it will give you, we have two levels for drip irrigation and with tank irrigation, and we can see that the best level we achieved is with eucalyptus, where we sequestrated like 3 grams of CO2 per 1 liter of added irrigation. And it was followed by eucalyptus again, and then we had moringa, and then in the other species, like the local species, we are talking about a potential between 1 and 3 grams of CO2 per added irrigation. So just to be sure, here we are talking about it was early establishment, and probably so now we're recording data from, like, we have 6 years data. So now we're starting to see acceleration in some species. So this number is going to change a little bit, but we can say that when we want, if the project itself is to sequestrate carbon, it's better to choose very fast growing trees, but it comes with a lot of caveats, especially regarding the ecosystem services. So here we just converted that on how much does it cost us to sequestrate one. We did estimation to how much does it cost us to sequestrate 1 ton of carbon, I guess. Yeah, and this is where kind of the numbers we got for the first 2 years with eucalyptus. It's possible to cover it with carbon credits, at least some types of, or some types of carbon credits. I'm not talking about carbon credits now, which are like $3 or $4 the ton, but it is possible to do some things, especially when the plantation will start growing very fast, and also if we are using species that are can bear fruits. So yeah, just one other point important here, it's just the soil amendment, and this is just what happened in the soil after 3 years or 4 years, and we can see that so this is a normal soil that wasn't planted. So when we had organic matter around 2%, when we added peat moss, you can see that it was 3% to 4%, and the rain fed, when we added peat moss, it was more than 4%, nearly 5%, and that's because in rain fed we didn't have water. So these are the levels of peat moss we should have at plantation, most of less, especially that deeper point. And we can see that the peat moss started decomposition after plantation, especially in drip irrigation and tank irrigation. But the most interesting thing is the biochar itself. We can see that it was very stable, and we didn't see any degradation. We also could show that biochar is a very stable, even in very hot and dry climates. Other thing is the non-amended soil, where we can see that drip irrigation had higher organic matter, and this is mainly because we kept the field wet all around the year, week by week, and we had additional income from roots of trees, but also roots of weed, of natural vegetation, because we didn't took out the natural vegetation, and we can see that it started reflecting on the average organic matter, even if in non-amended soil. So this is what we had later. Conclude, like please. Yeah, so this is just last the plantation that we had in the end. And yeah, so this is just to show that we also tried a little bit of agroforestry. So here that we are having signals that carbon farming through afforestation in dry area is a very viable solution, especially if we are coupling it with plantation, where we can have food output. Which system to adopt, because here we also studied a little bit of systems. The idea was, if we want to install a full or a large scale
pilot, it will be eucalyptus as windbreaker, not as a main tree, because it's very competitive with crops. Have a main tree, either carob or moringa, and then add an additional strata of shrubs or annual crops like quinoa or faba bean that showed that could be very good with induced systems. And also we have some reservation because this study is still early, and the water we gave regular water, so we know that with optimizing water we can have better less use or improve water use efficiency. And thank you. Thank you, Si Mohammed, for this rich presentation. That is giving an insight about the experiment you are still following up with to collect more data. Good indicators and results that are showing that it's possible in these dry areas. And I hope that the participants will have a lot of questions about this good research and experiment. So I will give the floor to Madame Asma, if you are ready. Madame Asma Oumas, is the problem solved? Madame Asma, you can open your mic, please. Vous pouvez ouvrir le micro si on arrive à... C'est le problème. Okay. Vous voulez qu'on partage pour vous, mais on ne vous entend pas. Je voulais envoyer un message. Donc peut-être il y a encore donc on va appeler next presentation, so we can try to solve the problem of Mike with Madame Asma. So please, dear Metigi James from African Plant Nutrition Institute, if you can proceed with your presentation, please, and we will let Madame Asma to try to solve the mic problem. Can you hear me? Yes. Let me try to share the screen. Yeah, please. Okay. So just make it on your own presentation mode, please. Is it okay? Yeah, it's okay. So please, if you can do it in 15 minutes, it will be helpful for us to have more time for discussion by the end of the panel. All right. So thank you for your contribution. Okay, thank you so much, and welcome to this presentation. This is one of the projects we are implementing in East Africa. It's not as advanced as some of the projects that I've seen being presented over there, but I want to show the methodologies that we are using in East Africa. As you know, East Africa will definitely be slightly different from Morocco because in terms of rainfall, there will definitely be more rainfall in East Africa. So the project that I'm presenting is what we call the Uganda Coffee Carbon project. So it's a project for coffee. And so that's the way I organize my presentation. I'll do a bit of background, objectives, and then methodology. And as a way of stating the background is that coffee is a very important crop in East Africa. In Uganda, it covers 353,907, which is significant amount of land in Uganda. And in terms of contributing to the economy of Uganda, it's actually about 15% of the national export income. But the challenges that we face in as far as coffee is concerned in Uganda include the low yields, which are less than 30%, low yield quality. The quality of the yield is a problem. Land degradation is a problem, and poverty is
a big problem in Uganda. Carbon is actually at the center of this project due to the roles that the carbon could play in terms of system resilience. And we use the carbon credit in this project to boost farmer incomes, landscape restoration, and soil health. These are the components of the project that we're implementing. We are implementing it along 4 components. The first component is a component on landscape restoration and carbon trading. The second component is a component where we are carrying out research, carbon research, especially the focus on below ground carbon dynamics. The third component is on-farm experimentation for coffee yield and quality, and the fourth is on market responsive coffee system diversification. For purposes of this presentation, I'll concentrate on the first 2 components of this project because they're the ones that are relevant. So the component 1 is that we are targeting to plant 900,000 trees in farms of 3,000 smallholder farms. And the purpose is to restore landscapes and also get the benefits, other functional benefits of the trees. The tree growing farmers are usually in this project, we enroll them for carbon credits based on the Plan Vivo standards. And the first carbon incentives in the Plan Vivo mechanism is actually paid within a year of tree establishment upon monitoring and verification that the trees have actually been planted. The incentive for the carbon incentive in the Plan Vivo mechanism again is staggered over a 25-year period. Carbon credits are mainly based on, we know that in most cases, carbon credits are calculated based on above ground biomass. There is very limited integration of below ground carbon. Yet scientifically, we know that below ground carbon represents significant amount of carbon, and it's actually more stable carbon, but due to the limitation in terms of existing data, most of the carbon credit authorizing organizations are not ready to integrate below ground carbon. Within this project, we are trying to conduct research on below ground carbon inputs, and the aim is to generate data for future use in calculation of below ground carbon inputs, enabling farmers to benefit from below ground carbon inputs, from the market from below ground carbon as well. So in this project, we use a process. The process involves recruitment of land and farmers based on free and prior informed process. There is contract signing by the farmers. Farmers are then trained and provided with the tree seedlings to plant on ungraded parts of the farms. There is monitoring and performance. There is monitoring of performance of the planted trees. We then define the technical specifications that show us where those trees should be established within the piece of land. Then we set up a payment system that enables the farmers to benefit from the global carbon benefit program of the Plan Vivo. So this is the way the trees were planted in different regions in that part of Uganda. The 2 parts of Uganda are Mitoma and Ntungamo, and that's the way we distributed the trees amongst different farmers in different regions in that country. This is again distribution for the year that followed of tree and the seedlings across different regions in Uganda. This table shows the carbon payment in US dollars and in US dollars in the first column and in Ugandan shilling, showing how farmers are benefiting from the carbon trading in that region as a function of this project and due to the establishment of trees in their farms. In addition to the carbon credit, we are doing the below ground carbon research. And I said the reason we are doing the below ground carbon research is because in most cases you find that although the below ground carbon is very important in terms of stability and in terms of contribution, contribution to system resilience, it's rarely factored in the carbon credit mechanisms, or when it's factored, it's very little amount that is factored in that mechanism, because data on exactly what happens below ground is not usually available in sufficient amount and in good quality that those companies will take for purposes of developing carbon credit mechanism. So UCCP, or the Uganda Coffee Project that we're implementing, is actually carrying out research in this, and this research actually includes 3 PhD students, MSc, and a research team that is derived from UM6P, Makerere University, APNI, and the various other institutions.
The areas of research that we are conducting include the on-farm experimentation that enables then when we develop these methods that enables that when we develop these methods, then the farmer, then many people are able to see what is happening and adopt the technologies. Others include the coffee nutrition, below ground carbon dynamics, and the soil health. Yeah, James, my screen got stuck. Yeah, we lost your screen, please. You lost my screen? The screen is not shared anymore. Yeah, I don't know what happened. Yeah. How Okay. about now? Okay. Thank you. So we follow a systematic method for selection of the sites so that the sites are representative. The sites for detailed carbon studies are selected based on environmental classification. And the reason we do environmental classification is to enable visualization of potential for spatial and temporal variation of carbon sequestration across different areas under consideration. We achieve this through data mining from various databases. We know there are many databases, and these databases include the incident database, the abscess database, the FAO starting database. The microphone. James, your mic is muted, please. James, you have been muted. I don't know why. Yeah. Okay. So I was talking about the slide that is on the screen, and I was saying that we select the sites by use of environmental classification procedures. And the reason we do that is to enable visualization of potential for spatial and temporal variation of carbon across the landscapes. We achieve this through data mining from various databases that exist. We know there are various databases that exist. They include the incident database, AFSIS, FAO-STAT, and the various others. And once we have those databases, then we create maps that shows us how do we distribute the trials and sampling across, how do we distribute the trials and the sampling across the landscape. And soil characteristics maps, climate maps, and vegetation maps of the region are then generated. And basically, we know the reason we've selected soil characteristics maps, climate maps, and vegetation maps is because they are the underlying drivers for carbon sequestration. On the basis of environmental classification, we then set up the coffee nutrition trials in different regions to ensure that that nutrition programs covers different regions of variation in terms of environmental classification. Similarly, the sampling for carbon and soil characterization follows the trends demonstrated by the maps that we generate. So what I showed there are the maps that we generated for that region. And if you look at that map very keenly, you see differences from the top to the bottom, representing a gradient from north to south, implying that when you put the demos, then it's going to factor in the top and the bottom so that you capture that variability. It's the same for various other parameters. The soil classification map is here, again showing a similar trend where the north is different from the south, and therefore the way you put the treatments there didn't matter if you have to capture the differences in those different regions. It's also important when it comes to sampling that the sampling is then distributed in a way that it captures the differences in those different regions. Other parameters showing a similar pattern: soil texture, soil carbon, rainfall for the environmental characteristics, which indicates that there is a difference. There's a significant difference between what is happening in the northern part and the southern part of that country. Based on that, we've established the trials. Coffee nutrition trials have been established. And similarly, we sample based on that so that the way we distribute the sampling spots is driven by the way the environmental characterization is. We then sample at 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, and the 60 to 100 centimeters depth to capture the root and the carbon distribution with the depth, because we know coffee is a perennial crop and it roots below the 0 to 20 centimeters depth. So the reason we sample those depths is to make sure we capture the
carbon has those different levels, but also the dynamics of how carbon changes as you move down the soil profile. These are some of the photos of people sampling in the field in Uganda. This is the way we are sampling the root. Basically, when we combine data from the root and data from the soil below ground, then we are able to calculate the carbon distribution within depth from below ground carbon. The samples that we collect are taken to a central lab, that is the ICRAF lab, which is one of the labs that has recognition in Eastern and Southern Africa. And because we want to aggregate the samples in the same lab so that we are able to follow a similar methodologies for purposes of comparison. Like I've said, the sampling is taken to ICRAF and the parameters are analyzed using the near infrared spectroscopy. The method is rapid and generates up to 16 measurements per scan of the sample. The plant samples are weighed for dry matter and subsamples taken for analysis of carbon and other elements. In addition to chemical and physical parameter samples selected are also incubated for microbiological analysis like microbial biomass and additionally, the project is developing allometric functions for different regions based on the environmental classification that I've shown. We are also, like I've said, we are developing allometric function. This is one of the graphs that shows how we are developing allometric functions based on various other based on other existing allometric functions and the actual biomass. And the other measurements that we are carrying is that we are carrying out measurements related to yield, because in this part of the world, if you are to do carbon sequestration or anything about the environment, there has to be something that indirectly impacts on the farmer for those methodologies to be adopted. So issues like yield and the coffee quality, which has direct impact in terms of the incomes of the farmer, are then important for adoption of the technologies that we are promoting. The project is also testing the effect of coffee nutrition interventions on coffee yield and the quality. And in addition to that, we are doing diversification of coffee systems with apiculture and the fruit trees coupled with the linkage to markets to boost the farmer incomes. Again, the way coffee is structured is such that within the coffee farm, there are various things you can be able to do within the coffee farm. You could be able to diversify that by introducing apiculture and bees in the coffee system, because bees are able to play several roles, including pollination and also the role of production of honey that helps farmers to earn an additional income. This is the partnership that we have. We are working with the CPCU, which is the largest cooperative in Uganda of 25,000 farmers. So we hope that the technologies we are developing will be disseminated across a large area and will benefit many farmers. APNI is there, OCP Foundation, UM6P, Makerere University, EcoTrust, Producers Direct, USNDA in Uganda, NALO, and the Green Pass. In brief, that is what we are trying to do in Uganda. We've not yet collected a lot of data that I could show here, and we have data, but we've not done analysis yet because this is not a very old project. But in brief, that is what we are doing in this part of the world. Thank you so much. Thank you, James, for this presentation about this your experience in the farming of coffee in Uganda, and there is a lot of ideas, mainly about the process to come towards linking these farmers to the carbon market. It may be helpful and be useful also for developing the same project in the Argane area. I hope that you will have a lot of questions about the process. So I will give the floor to Madam Asma, if you are ready. You want us to share your presentation? So we will share your presentation if you can. You can test your mic now. Testez votre micro, s'il vous plaît. Et on va partager votre présentation. Bonjour.
Très bien. On vous entend. On l'entend, merci à vous. Alors, Merci. Et si vous pouvez faire la présentation 15 minutes, donc on va partager la présentation et à vous la parole. Alors, tout d'abord, je tiens à m'excuser sincèrement pour ce retard que j'ai rencontré lors de la connexion au webinaire. J'ai confronté quelques problèmes techniques. Alors, je suis ravie à présenter devant ce webinaire sur l'empreinte de carbone, le marché de carbone. Alors, ma présentation qui est menée par moi, mademoiselle Esma Oumas et monsieur Jamal Hallam, il vise à transformer le potentiel écologique de l'Argane en action concrète pour lutter contre le changement climatique. Dans cette présentation, je vais parler sur les techniques de calcul de carbone séquestré dans les réserves de biosphère d'Argane. Alors, suivant. Diapo suivant. Madame Asma, merci. Alors, comme vous savez, le projet de recherche sur l'Argane est dans le cadre de projets de développement de l'organiculture dans les zones vulnérables d'arrêt, financé par le Fonds vert pour le climat. Il vise à structurer les acteurs de l'Argane et à renforcer leur accès au marché. Il met en place les vergers d'Argane sur 10 000 hectares, des plantations de plantes aromatiques sur 2 000 hectares associées à des techniques de collecte des eaux pluviales. Cela permettra non seulement de capturer le CO2, mais aussi de protéger le sol et améliorer la résilience face au changement climatique. Ces objectifs ils sont répartis en 3 composants principaux. Nous sommes intéressés au deuxième axe qui est sur l'évaluation des potentiels de séquestration de dioxyde de carbone par l'Argane et établissement des bilans de CO2 de la filière. Suivant, s'il vous plaît. On passe au troisième diapo. Alors, dans cette présentation, on va entamer sur comment évaluer et estimer le potentiel des forêts d'Argane et son écosystème à séquestrer le carbone. Et ce volet est très important vu que les données sont limitées sur ce volet-là et très enrichissant. On passe au diapo suivant. L'Argane, comme on sache, c'est une espèce endémique et s'adapte au stress hydrique. Leur bois est très compact, sont obéis, jaunâtre et lourd. Il fournit un excellent charbon. La longévité de l'Argane n'est pas connue avec précision, mais la résistance physiologique peu commune de l'espèce laisse croire que l'âge de l'Argane peut dépasser 200 à 250 ans, voire plus après la coupe. Alors, on passe à suivant. Cet arbre pousse dans les régions arides et semi-arides, et ça c'est très bien. Il contribue à améliorer la fertilité des terres. Ces arbres aussi, ils ont des racines profondes qui aident à stabiliser le sol et à prévenir l'érosion, ce qui en fait un outil très important pour la conservation. Ces arbres aussi aident à conserver l'eau et réduire l'évaporation. Dans le contexte actuel de changement climatique, la quantification du carbone séquestré par ces écosystèmes revêt une importance particulière. En effet, les alganeries, à l'instar d'autres écosystèmes forestiers, jouent un rôle crucial dans la régulation du climat en captant et en stockant le dioxyde de carbone atmosphérique. Cependant, il est menacé par l'aridité, l'érosion et le pâturage intensif. Alors, on passe à la diapo précédente. Merci. Alors, pour notre étude, voici le protocole expérimental que nous avons suivi. Alors, le site, nous avons installé dans 62 sites qui sont distribués dans 7 zones éco-géographiques, comme indiqué dans le tableau. Et il y en a 7 zones éco-géographiques. Alors, ces sites sont choisis selon les différents
étages bioclimatiques, les différents hauteurs, le peuplement haut et bas, les différentes densités, faibles, moyennes, denses, et aussi les différents régimes sylvicoles, trouvent des arbres taillés et feutus. Et les prélèvements des échantillons sont réalisés sur des parcelles circulaires, comme on voit dans le dispositif expérimental. On passe à le diapo suivant. Alors, ces photos présentent les prélèvements des échantillons qu'on a fait. Premièrement, les arbres inclus dans le cercle sont localisés par GPS et mesurent leur diamètre, circonférence, la hauteur totale, les dimensions de l'opier. Aussi, des photos sont prises pour chacune des arbres. Aussi, des branches sont coupées pour déterminer le volume des branches et déterminer la teneur de carbone dans les branches et les feuilles. Pour les échantillons de son, elles ont été prélevées à différentes profondeurs, 0,5, 5, 10, 10, 30. Et des échantillons de densité apparente ont été prélevés aussi à l'aide d'un cylindre métallique ou d'un cube. Pour les paramètres de l'écosystème, des quadrats de 5 mètres x 5 mètres sont placés au hasard au sein de la parcelle pour déterminer et dénombrer les espaces floristiques aux forêts d'Argane. Concernant le bois mort, nous avons été collectés dans des quadrats de 1 mètre x 1 mètre sous chaque Argane pour chaque site d'échantillonnage. Et dans chaque quadrat de bois mort, la litière a été prélevée dans des quadrats de 0,5 mètre x 0,5. Alors, on passe à la méthode de calcul. Le processus de détermination du stock de carbone de la biomasse totale, il implique le calcul de biomasse aérienne et souterraine et sa conversion en stock de carbone. Alors, la biomasse aérienne peut être estimée par des méthodes directes ou indirectes. La méthode directe, comme la destruction des arbres, et donne des résultats qui sont exact, mais cette méthode soit la plus précise, mais cette méthode, il y a des limites en raison de sa nature destructive, de son coût et son temps, et l'implication de la main-d'œuvre et les dommages causés à l'environnement. Concernant les méthodes indirectes qui dites non descriptives, elles impliquent l'utilisation des équations allométriques ou bien des modèles comme IPCC Guideline ou bien des modèles intégrés basés sur les techniques à la télédétection. Mais le développement et la validation de ce genre de méthode nécessite un échantillonnage qui est destructif et un lieu donné avant de pouvoir être appliqué cette manière de méthode. Dans notre cas, dans notre étude, la méthodologie que nous avons suivie, elle consiste à incorporer les calculs basés sur le volet en suivant l'approche décrite par l'étude Picard et al. 2012. Alors, cette étude est basée sur et divise la biomasse aérienne en deux parties, le tronc et les branches. Alors, la somme collective de toutes les branches constitue la taille de la couronne et le volume total du tronc qui ont été déterminés par le volume, la formule de Smalien qui a été présentée dans le diapo, nous aide à déterminer le volume de chaque morceau, de chaque tronc. Et en addition de ces volumes-là, on avoir le volume de tronc total. Alors, la biomasse des troncs a ensuite calculé, on multiplie le volume total par la densité spécifique du bois. L'équation allométrique, nous avons développé une équation allométrique ajustée pour les branches d'Argane, d'après les branches qu'on a été prélevées au terrain. Cette équation a été dérivée d'un ensemble des données de 30 arbres d'échantillons et validée sur 6 arbres d'un verger de 4 ans. On passe à... j'ai pas terminé. Concernant la biomasse racinaire,
Il représente environ 26% de la biomasse aérienne. Alors, ندير سيناريو suivant. نضربو البيوماس هذا من يجيبو هاد l'équation. On passe au diapo suivant, s'il vous plaît. D'accord. On passe au Madame diapo Asma, suivant. on a été coupé. Madame Asma, la connexion a été coupée pour un petit moment. D'accord, pas de problème. Alors, d'après avoir déterminé la biomasse aérienne et souterraine, on convertit leur densité en densité de stock de carbone par multiplier sa valeur par la fraction de carbone qui était donnée soit par défaut par le guideline IPCC qui est 0,47 ou bien multiplié par le 0,5 selon les études qui ont été mentionnées. Concernant la méthode d'estimation des stocks de carbone organique du sol, consiste d'abord à déterminer la concentration de la teneur de carbone organique dans l'échantillon de sol, puis convertir en stock sur la base de la profondeur spécifique du sol. Alors, pour déterminer la teneur, on a utilisé la méthode Walk and Black et voici la formule pour déterminer le stock de carbone organique. On passe à la... Concernant l'estimation de stock de carbone pour l'écosystème de l'Arganier, pour les plantes associées, les équations allométriques spécifiques aux espèces sont utilisées pour ce cas-là pour estimer la biomasse. Puis, on a multiplié par le facteur de carbone qui est 0,46 et convertir la biomasse en teneur de carbone et extrapoler en tonnes de carbone par hectare. La même chose, on a fait pour le bois mort et la laitière. Alors, on passe aux résultats. Je vous présenter juste la comparaison des stocks de carbone dans les réservoirs entre juste 2 zones. J'ai sélectionné la zone du bassin versant de Sous et Tiznit et la zone de l'anté-Atlas occidental 1. Comme vous voyez, le résultat montre que le stock de carbone total dans les forêts d'Arganier est plus important dans le sol, avec un pourcentage qui varie entre 77 et 95% dans les 30 premiers centimètres du sol, alors que la biomasse des arbres arganiers représente entre 12% et 8,3% des stocks de carbone total. Concernant la laitière, elle représente juste 2% et le bois mort ne dépasse pas 1% des stocks de carbone total. Alors, on passe l'application où on peut appliquer ces données-là. Alors, ces données-là scientifiques sont la base pour réduire l'empreinte carbone des réserves, accéder au marché carbone de manière crédible. Les réserves de biosphère deviennent du laboratoire de l'économie verte. Comment? Alors, la science collecte des données précises sur le carbone séquestré et nous aide à valider des données pour obtenir des crédits de carbone. Et cela sera vendre des crédits sur les plateformes dédiées et avoir des revenus générés pour soutenir les projets locaux
et réinvestissement dans la protection et la restauration des écosystèmes. Ce schéma est un mécanisme clé dans la lutte contre le changement climatique et le financement des projets durables. En conclusion, l'Argane est un acteur clé pour la séquestration de carbone dans les zones arides. Cependant, ces écosystèmes-là sont menacés et nécessitent une gestion durable qui incluant mise en place des systèmes de monitoring participatif avec les communautés locales, renforcement des politiques et reboisement et de contrôle de pâturage. Et en protégeant les Arganiers, nous protégeons à la fois l'environnement et les moyens de subsistance des populations locales. Voici les références et j'espère que cette présentation vous a donné une bonne idée sur le potentiel des Arganiers dans la lutte contre le changement climatique. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Asma, pour cette présentation qui donne une idée sur le travail accompli pour tout ce qui est développement de référence en ce qui concerne la séquestration du carbone par l'espèce Argania spinosa, mais aussi des informations sur l'écosystème arganeré, ce qui est un bon début pour entamer un projet sur comment lier ces arganiculteurs avec le marché carbone. Donc, en parlant de la liaison entre les agriculteurs ou les arganiculteurs et le marché carbone, nous avons avec nous Sherlock Mohamed Amin du programme Tourba qui va partager avec nous leur expérience et leur vision, comment développer des mécanismes d'intégration d'agriculteurs, mais aussi d'arganiculteurs dans le futur au marché carbone. Donc, c'est Mohamed Amin, à vous la parole, si vous voulez partager votre présentation. Merci beaucoup, M. Rahman. Je partage rapidement l'écran. Vous départagez. Okay. Très bien. Vous arrivez à voir? Très bien, parfait. Merci beaucoup pour l'invitation. Vous pouvez le faire en 15 minutes, c'est bien. Merci. Oui. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir de partager avec vous l'expérience qu'a Tourba. Et juste pour rappel, Tourba, c'est une filiale d'Innovix. C'est dans l'écosystème de l'UM6P. Et donc, nous nous intéressons à tout ce qui est carbone farming et marché carbone. Donc, j'ai préparé des slides en anglais, mais on peut faire on peut faire la transition. Donc, avant de commencer, donc, permettez-moi juste de remercier, parce que ça m'a fait une bonne introduction, les présentations qui m'ont précédé. Et donc, aujourd'hui, je veux juste ouvrir, disons, un autre côté de la partie séquestration du carbone, lors de ce potentiel dont on parle, c'est tout ce qui est marché carbone. Alors, quand on parle de marché carbone, on parle bien sûr d'offres et de demandes et de monnaie. Et donc, je vais m'attarder un peu sur cette partie pour donner une idée un peu plus claire à l'ensemble des présents. Donc, il est important de définir ce que c'est qu'un crédit carbone. Un crédit carbone, c'est un actif vendable équivalent à une tonne de CO2 d'émission, CO2 équivalent. Il peut être acheté pour compenser l'empreinte carbone d'une institution ou d'un individu, soit volontairement ou soit, disons, suite à des régulations gouvernementales ou étatiques. Donc, l'idée, c'est que c'est un mécanisme qui cherche à financer d'une certaine manière les efforts qui sont à, disons, impact positif sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
So it's a tradable asset equivalent of 1 ton of CO2 dioxide. It can be purchased to offset an institution or individual's carbon footprint, either voluntarily or under governmental regulation. I will take time to differentiate that before talking like deep diving into Torba, because I think it is important to have a clear view on the market. It is a new market, so I will make sure I make it clear for everyone. So in the carbon market, as for any market, we have offer and we have demand, and we have a sort of une monnaie, c'est-à-dire a currency. This is the carbon credit. So in the part of demand, the companies that emit greenhouse gases, they need to pay to compensate for their emissions, either to abide by regulations from their countries or group of countries, or just in order to gain certain carbon neutrality. On the other side of the market, there is offer. Offer is like simply represented by those who do the opposite of emission, which is sequestration. But for sequestration, there are different types of practices that remove CO2 from the atmosphere, and that can be like certified to issue those credits so that the transaction can be done in this market. So for the carbon markets, there are two types of markets. I will make sure I explain them appropriately. We have the regulated market, in which credits are traded to comply by legal obligations. For example, in the European Union, for example, we talk about quotas. For example, for industrial units, they have, for example, a limit of 100 tons per year CO2 emissions allowed. If a company goes beyond that, it will be taxed. If it's below that, for example, I am a company that is having like a quota of 100 tons per year. If I emit only 80 tons, I will have 20 tons remaining that I can sell to another company. This is in a geography or under certain legal or like governmental obligations in countries or in like a group of countries that have those like regulation implemented in legal level. This is called the regulated market. And apart from that, there is the voluntary market. By the way, by definition, for the regulated market, Torba do not operate because it is regulated by countries. So you need to be in a specific country to trade the carbon credits. So for the voluntary market, it is, as the name suggests, a market in which carbon credits are freely purchased to offset emissions. When I say freely purchased, the idea is that if I am a company that is that needs to reduce the emissions to abide by regulations or laws in my country, I can go one step further to purchase more carbon credits to offset the emissions I cannot reduce. So there are those two types of markets we need to differentiate, because nowadays we have many initiatives, many discussion regarding the carbon market, but it is important to understand the nuance between the voluntary market and the regulated market. Now, there is also another thing which is very important we need to differentiate is the types of offsets that are available. For carbon credits, we have in the voluntary market the avoidance solutions and the removal or sequestration solutions. Those can be natural based,
or technology-based solution. I will go in details in each one of them so that you can have an idea, or so that I mean the main thing for this presentation is to have a certain like framework about the carbon market, what is happening, and in which part of the market each initiative can be placed. So we have the natural-based solution represent 50 to 80% of total offset, and the technology-based solution represents less than that. Why is that? Is because for the avoidance, for example, the RED projects, the avoiding deforestation and the protection of forests, those are low-cost technologies, scalable, they have benefits, but the permanence and especially the because on those markets, the thing that is most important is to prove additionality and to make sure that the quantities of carbon sequestered are like quantifiable and verifiable. So this is why, as a colleague in the previous presentation mentioned, the price of the this type of natural-based solution is low because of those trade-offs they need to make. A technology-based solution, for example, in avoidance, is the example of cook stoves that have been put in Africa. Those are solutions to avoid the use of gas or emitting energies in cooking. This is in a household level. For the removal or sequestration, the natural-based solution is where turba is positioned. Those are regenerative agricultural practices on cropland, afforestation, agroforestry. Those are high-quality products. When I say product, mean that the carbon credits issued from those natural-based solution in removal sequestration are the premium priced carbon credit. Those are scalable, but the permanence is hard to assess, and especially we need to have monitoring, etc. Another technology-based solution on removal is the direct air carbon capture. Those are high cost and technologies that are used to sequester directly carbon, but at scale they are not interesting. So the energy or the emissions that have to be the emissions from the technology are far more than the sequestration that is happening from this technology. So this is why those are not really mature yet. So from now on, I will present the turba program. It is the first carbon farming project aiming to accelerate the transition to conservative agriculture by adopting carbon farming. The model is, as I said, empowering farmers to transition into sustainable agriculture throughout the carbon markets. The idea is to make this carbon market opportunity available at a farmer level and easy to implement. So the model works like we have farmers that we are recruiting, meaning that we have contract with those farmers. We train them, we equip and monitor them. We have a field team of agronomists that do this mission. We have a digital solution that ensure and assist those agronomists in their missions. We handle everything from the issuance, certification and verification of those carbon credits until the sales part. And then once those carbon credits are sold, we pay back the farmers as a compensation of their effort of transitioning into regenerative agricultural practices. We are
in Morocco, we started like 2 years ago. We are aiming to reach 750,000 hectares in land use, and we are initiating other scopes like afforestation and agroforestry. I will get back to them later. And we also started this project in Brazil and in Africa, Nigeria and Ethiopia. Those are in pilot phases. So to date, we have 130,000 hectares and over 2,000 farmers. We have a team of technicians and agronomists, and we are listed under the Verra registry, which is the most recognized certification standard internationally. And we have the digital platform, as I mentioned. So in the Verra registry, when I say certification of the carbon credit, we should just differentiate it from the certification like the usual certification. The certification in the carbon credit is something related to the credibility, the accountability, and especially the recognizability of the project, of the methodology, and all the estimation we're going to be making. So the idea is that the Verra standard, for example, in land use, we have completed many steps. The project draft description, we had visit from auditors, a third-party auditor that assessed the readiness or the accuracy of the estimation we have provided. We are in the final steps of registration so that we can start the monitoring and then issue the carbon credit. This is the status update of the project in Morocco. So how does it work is that we make the carbon market accessible to farmers and smallholder farmers especially. So we have contracts with them and we ensure the feasibility of the project. We choose the methodology that is the best fit for the practices and the conditions of the country. We ensure, thanks to verification, third-party verification, that the data and the models we have are accurate. Then we handle the sales and pay back the farmers. So the main purpose behind Torba is to make this carbon market opportunity available for farmers at every scale. I will try to. So now, today we have initiated the scale up in afforestation. We for sure have contacts with ANEF and ZOA, INRA, and the Ministry of Agriculture, with ADA, in order to start a project in afforestation. And we have selected the methodology that is the best fit for this scope, that is gold standard. And we are on track to launch a pilot on this. I think I made it in 15 minutes. So if you have questions, we're more than happy to answer them. Thank you, Mr. Mohammed Amin, to have been sticking to the 15 minutes. Thank you all for your presentations. Very interesting, very enriching, with a lot of new ideas, new information that will open up for good discussion about that. So please, we will have around 15 to 20 minutes. If you have any questions or any ideas you want to add, before having a wrap up for 10 minutes, so we can give sentences. And so please, in your questions, if you have any recommendation, it will be good if you can formulate that. It will help all the participants, mainly ZOA and other stakeholders related to Argane ecosystem, to develop
such a project on our objective is to develop a project that links agriculture, people who are practicing agriculture, to the carbon market, because we believe it's a lever to improve and promote sustainability in this ecosystem. So if you have any question, please raise your hand and we will follow up looking at the numbers when you have raised your hand, and we'll give you the floor. So please, if you have any question, please you raise your hands. Again, thank you for everybody for your contributions and your presentation that were very, very, very important. So I will give the floor first to Dr. Jamal Hilla. Hi, everybody. First of all, I would like to thank all the presenters for these nice presentations. It was really very interesting. And I thank also Onzua for gathering us together today to exchange information and to complete each other. It's like presentation, all the presentations are completing each other. I have questions for Mr. Ma'tougi and Mohammed Amin. Si Ma'tougi, I was Ma'tougi. Yes. Okay, go ahead. Okay. So my first question goes to Luay. Okay, I had the opportunity to see the experiment at farm at UMCSP, at the experimental farm at UMCSP. It was nice. Yeah, and it's really important to do all these measures for the different plants. It gives a lot of information about carbon sequestration. My question is about since we are talking about carbon sequestration calculations, the methods, how was the soil sampling done for the soils for peat moss treatments? Because we saw that there is a carbon high carbon content within the soil within the 3 years, and for this kind of soil, the peat moss, I think it's obvious to have these concentrations. So how was the sampling done? Again, and I want also to know about the cuttings, the following, the monitoring of the experiment. I know that Mr. Luay has done the cuttings of the trees to exactly measure the tree biomass and carbon within his experiment. How he did to manage all the replications and the cuttings during the experiment length? This is for Luay. Si Mohammed Amin. Yes. Answer now, or we wait for? No, please, we'll answer by the end of all the questions, please. Okay. Okay. Okay, Si Mohammed Amin. It was nice to see your presentation and to meet you finally. I had heard about the work you are doing. So my question is, I want to know what are the pros and cons of for the Argane biosphere to integrate carbon market. Does it have any opportunity to succeed? And also, what does it take to integrate this market? What are the steps? Are we in advanced level to say that we are ready now to have some compensations, some credits
since we have done a good exercise in measuring sequestrations and the emissions within this biosphere. Thank you. Donc, merci, Si Jamal. Donc, je donne la parole au Dr Hafidi. Ravi de vous avoir parmi nous. تفضل سي حفيظي. Oh, sorry. Merci Saïd Haj, et je remercie tous les participants à ce webinaire. Donc, personnellement, je trouve que c'est un webinaire très enrichissant. J'ai participé avec Sabelari à l'étude qu'on a réalisée ensemble et on a vu le potentiel de l'organiculture surtout et des jeunes plantations forestières. Mais comme il a été dit dans l'étude, il y a encore beaucoup de recherches à faire pour avoir des précisions nécessaires. Mais je suis également ravi d'écouter le programme de Tourba. Je pense que là, on est sur des choses concrètes. Donc, ça peut effectivement encourager tout le programme d'organiculture qu'on a. Et vu l'organisation professionnelle qu'il y a, malgré la sécheresse qui ne favorise pas le développement des programmes. Mais je pense qu'on est prêt, avec la collaboration avec Tourba, à accélérer ce marché carbone dans la réserve de la biosphère. Et je tiens à encourager et à remercier tous les chercheurs dans cette réserve de biosphère. Il y a encore à faire, il y a beaucoup bien sûr, de besoins en recherche, mais on est dans la bonne voie de développement durable. Donc, merci encore pour tous les intervenants. Donc, merci, Si Hafidi. Donc, il y avait Dr El Hafid aussi. Désolé, c'est Rachid. C'est Rachid. Donc, peut-être en attendant qu'il se reconnecte, c'est Hassan, Dr Qanni. Si vous pouvez activer le micro, s'il vous plaît. Quelle question? Allô, vous m'entendez? Allô? Oui, bien, très bien. Merci Saad Rahman. Je voudrais d'abord féliciter l'Anzoua pour cette excellente initiative qui traite d'une thématique extrêmement importante pour les réserves du biosphère. Et je voudrais aussi remercier et féliciter tous les intervenants. C'était vraiment des contributions très intéressantes. Moi, j'ai deux petites questions et une recommandation, si vous permettez. Ma première question pour mademoiselle Asma, qui a présenté le travail de recherche qui est fait à l'université de Gnozor et de cette approche écosystémique. Est-ce qu'il peut nous donner quelques éléments, quelques chiffres sur justement le taux de séquestration de l'Argane, moyennant l'approche qu'ils ont développée, parce que finalement, il a donné que des pourcentages. Et l'idée, c'est de comparer un peu avec les résultats qui ont été présentés par Siblari dans l'étude de la FAO. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est Mohamed Amin, cet excellent travail du programme Tourba. Je voudrais aussi avoir quelques éléments, quelques chiffres sur ce qui est payé aux agriculteurs. Combien, on va dire, par exemple, un petit agriculteur d'1 hectare, 2 hectares, qu'est-ce qu'il a comme retour dans ce crédit carbone, dans l'expérience qu'ils ont eue, en termes de quelle est la somme moyenne d'après l'expérience qu'ils ont eue. Finalement, j'ai une petite recommandation. Je crois qu'il y a une complémentarité qui est très claire maintenant entre ce qui a été fait par Siblari, Hafidi et la FAO et le travail et la recherche qui est en train d'être faite à l'université concernant l'approche écosystémique.
parce que finalement, l'intitulé, c'est l'empreinte et marché carbone dans les réserves du biosphère. Et si on veut aborder l'empreinte carbone et le marché dans la réserve du biosphère, je crois que c'est cette approche écosystémique qui interpelle justement l'ANZOA pour qu'il y ait probablement une révision ou là un complément de travail pour pouvoir intégrer les séquestrations qui sont faites par le sol, la séquestration qui est faite par l'écosystème entourant l'organier. Et ça va donner une idée beaucoup plus précise parce que je crois, ça a été dit par Sahafadi, le potentiel est énorme, mais je crois le potentiel maintenant, il y a possibilité de le chiffrer si on arrive à intégrer les résultats des recherches. Encore une fois, merci à Saad Rahman et félicitations pour le Centre international d'Argane pour ces initiatives. Merci. Donc, merci Sélhassan pour ces questions et votre recommandation. Donc, la parole, c'est Abdallah Boudret. Merci, c'est Abdelrahman. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord saluer et féliciter l'ANSOA pour l'organisation de ce webinaire extrêmement intéressant. Je remercie également les intervenants pour leur présentation de qualité. Alors moi, j'avais notifié mes questions, mais en fait, je vais les redire. Ma première question était adressée à mon ami Sibalari. Concernant la méthode d'estimation, en fait, on a vu dans une présentation les différentes méthodes d'estimation de la séquestration, de la quantification, de la séquestration du carbone d'Arganier. Et je voulais savoir comment ça a été fait dans le cas de l'étude de la FAO. Ma deuxième question était relative à l'avant-dernière présentation sur l'estimation. Je pense que, comme l'a dit professeur Hafidi et les autres aussi, l'Arganier, le potentiel est énorme. Moi, je vois le potentiel pas uniquement dans l'arbre lui-même, mais aussi tout l'écosystème qui entoure l'arbre, et entre autres le sol, parce que l'Arganier, ce n'est pas uniquement l'arbre, mais également le sol qui supporte cet arbre, parce que il y a toute une activité biologique qui s'active, si vous voulez, sur le sol. Et donc, parallèlement à la séquestration du carbone dans le bois et les racines, il y a aussi l'amélioration de la matière organique du sol sous l'arbre. Et donc là, il ne faut pas le sous-estimer. C'est un gisement, un puits important aussi de séquestration du carbone. Et donc, il faut peut-être voir, si vous voulez, cette dimension de séquestration du carbone de l'Arganier de cette manière-là, pas uniquement l'arbre, mais également le sol qui supporte cet arbre. Alors, mon dernier point, c'était en fait une recommandation. La recommandation, c'est peut-être transformer un problème que nous vivons aujourd'hui, je dirais même une catastrophe si vous voulez, au niveau de l'Arganerie, qui est due bien sûr malheureusement à la sécheresse, transformer cette catastrophe en opportunité. C'est-à-dire, je m'explique, nous avons aujourd'hui, et j'ai beaucoup aimé la photo que vous présentez dans si vous voulez, de ce webinaire, et ça nous manque beaucoup cette verdure de ces arbres comme ça. Et الله يرحمنا باش نشوفوا الغابة ديالنا يعني تلقى ان شاء الله عاوتاني le même يعني la même état ديالها. Alors ma proposition, c'est profiter aujourd'hui parce que le problème de la quantification, si vous voulez, sur des arbres destructifs, en détruisant des arbres, ça c'est un problème parce que je ne peux pas sacrifier un arbre d'Arganier qui a vécu éventuellement 10 siècles pour quantifier le carbone. Aujourd'hui, je peux vous dire, et ça aussi c'est un appel que je fais à nos amis de l'agence des eaux et forêts, de faire une estimation du nombre d'arbres qui ont malheureusement péri, desséchés, suite à cette sécheresse. Moi, j'ai essayé de le faire chez moi, dans l'Arganerie de chez moi,
malheureusement, il y a beaucoup d'arbres qui sont aujourd'hui morts et on peut de différents âges, je dirais bien de différents âges, des arbres jeunes, des arbres très âgés, et donc on peut profiter de cette occasion pour estimer, pour quantifier le carbone séquestré par ces arbres-là, qui est de différents âges, et on peut de cette manière avoir une idée sur, si vous voulez, la séquestration du carbone en arganerie qu'on peut étendre ou extrapoler à toute l'arganerie. Merci beaucoup, Sir Abdelrahman, et félicitations encore une fois. Merci beaucoup, Sir Abdellah. Je ne vois plus la liste. Est-ce qu'il y a d'autres listes? C'est bon. Donc, il n'y a plus de demandes de questions. Donc, il y a une autre main levée. Inscrit El-Madrasa. À vous la parole. Merci, Silhaj. Donc, je tiens tout d'abord à remercier l'ONDZOA et le Centre international de l'Argane pour l'organisation de ce webinaire. C'était très intéressant. Donc, c'est un espace pour échanger autour de cette thématique de la séquestration de carbone, donc, qui est considérée comme un instrument pour lutter contre les effets du changement climatique d'une manière générale. J'ai deux petites questions. La première est adressée à Madame Asma. Donc, c'est une question d'ordre méthodologique. Donc, elle a parlé sur la méthode destructive pour la quantification du stock de carbone dans la biomasse. Donc, elle a travaillé par des équations allométriques. Pour moi, ce sont des équations allométriques de volume. Donc, si elle n'a pas fait donc, la mesure du poids, ça veut dire qu'elle a travaillé juste sur le volume. Donc, comment elle a passé à la biomasse. La deuxième question, c'est la deuxième partie de ma question, c'est concernant donc, la fraction carbone. Donc, elle a travaillé avec la valeur donc, dictée par le GIEC dans ses lignes directrices de 2006. Mais donc, elle aurait donc fait à travers une simple calcination dans un four à moufle, dans quelques petits échantillons du bois, pour avoir une valeur spécifique donc, aux arganeries de la région. Donc, et pour donc, perfectionner les méthodes de quantification du stock de carbone pour nos écosystèmes. Donc, voilà. Donc, la deuxième question est adressée à M. Le Hay. Donc, on voudrait bien donc, avoir quelques éléments sur les méthodes de quantification du stock de carbone dans la biomasse et dans le sol, dans votre ferme. Et merci. Donc, merci beaucoup pour vos questions. S'il n'y a pas d'autres questions, si vous permettez, il y a eu des questions tout à l'heure dans la conversation. Je ne sais pas si vous les avez déjà lues. Donc, il y a une question sur la comptabilisation. Je suppose que c'est adressé à Madame Asma, sur la comptabilisation de la séquestration. Donc, il a déjà posé la question. C'est argument. Les critères de choix des fermes. Oui, les critères de choix des fermes certifiées, peut-être. Mais un pour le Tourba, et maybe the same question to James about the coffee farmers. How the farmer selection was done to be sure that they can do the work and develop carbon sequestration through coffee farming. Donc, il y a une question pour Tourba par rapport au crédit de certification.
Mais il pose la question pour dire s'il y a des formations que vous mettez en œuvre pour surtout développer cette capacité d'agriculture marocaine à prendre en considération la taxation par le marché européen. Est-ce qu'il y a des formations que vous faites? Une autre question, si Mohamed Saber, il voudrait plus de précision sur les méthodes utilisées pour l'estimation du stock carbone dans le sol pour les peuplements d'Arganier, tenant compte de la variabilité des sols et la variabilité des peuplements aussi. Donc, par rapport aux formations assurées par Tourba, donc il y a une question. Donc, j'ai noté quelques recommandations que je vais partager avec vous à la fin. Donc, peut-être on donnera la parole aux collègues sur le même classement des présentations. Malheureusement, Sebala Riyad nous a quittés parce qu'il avait autre chose. Peut-être il va réagir aux questions qu'on va lui transmettre, que vous pouvez consulter à travers la liste des emails que nous avons ou sur le site du Centre international de l'Arganie. Donc, je donne la parole à Madame Asma, si vous avez quelques réponses. Oui, merci, monsieur. Alors, je vais répondre à la première question de monsieur, pour monsieur Lhassan. Et il a demandé sur les valeurs de stock, combien le stock de carbone estimé pour chaque compartiment. Alors, je vais donner quelques valeurs concernant le stock de carbone dans le sol. Les moyennes, ils varient entre 600 tonnes de carbone par hectare à 53 tonnes de carbone. Concernant le stock de carbone dans le bois mort, leur stock varie entre 0,28 tonnes à 0,63. Concernant le stock de carbone dans la laitière, la moyenne est varie entre 2,47 à 1,56 tonnes de carbone par hectare. Concernant la biomasse, le stock de carbone dans la biomasse totale de l'Arganie, nous avons trouvé que varie entre 7 tonnes à 8,3 tonnes par hectare. Alors, je passe à la deuxième question. Je pense que c'est la question de M. Mdrassa. Oui. Alors, elle m'a demandé sur pourquoi j'ai mentionné la fraction de carbone 0,5, puis j'ai mentionné la méthode de la perte à feu. Alors, la méthode de la perte à feu, ne sait que cette méthode, elle surestime la teneur en carbone du tissu végétal en raison de la combustion de substances volatiles non carbonées. Mais bien que les valeurs de perte-feu que j'ai trouvées sont généralement conformes aux recommandations de IPCC Guidelines et les autres études qui sont des écosystèmes méditerranéens réalisées par l'étude Thomas Martin qui garantit l'exactitude de la conformité avec les normes internationales. L'autre question, Alej, Marc? Sur les méthodes destructives, je peux intervenir, c'est avec l'âge pour compléter les réponses de Asma. Je suis Jamal Hallam, chercheur à l'INRA de Agadir.
et encadrant principal de mademoiselle Asma sur le sujet de séquestration de carbone. Pour répondre à la question de Sirkini, mademoiselle a donné des valeurs moyennes, maximales et minimum pour l'ensemble de la forêt. Mais il y a des valeurs également ajustées au type de peuplement, parce que comme vous connaissez, la forêt d'Argane est composée de différents types de peuplement. Alors, les prospections qui ont été faites, elles ont été faites pour chaque type de peuplement, chaque écorégion, depuis le nord de la biosphère jusqu'au sud. Donc, pour estimer les taux de carbone dans les différents réservoirs. Donc, les résultats obtenus ont été pondérés à la surface et la représentativité de chaque type de peuplement. Donc, il y a un petit ajustement. Cependant, comme vous avez dit, ces résultats, vous avez demandé ces résultats pour faire une comparaison avec l'étude de ces balariés en termes d'empreinte carbone. On peut faire ça, mais ça sera un petit peu difficile de comparer les deux études parce que les hypothèses de départ elles sont un petit peu différentes. Pour l'étude de ces balariés, où j'ai eu l'occasion de lire le rapport, c'était surtout des hypothèses. L'empreinte a été faite pour les vergers. La partie séquestration et émission des vergers d'agriculture, ce n'est pas la forêt, jusqu'à l'obtention d'huile. Et puis, ça parle des projections. Dans l'étude que nous avons fait les trois parties, les vergers existants, mais nous avons seulement mesuré la séquestration, la forêt, toute la forêt de la biosphère, pour la séquestration également des différents réservoirs, et également la partie industrielle, depuis la collecte des fruits jusqu'à 1 litre d'huile pour mesurer l'empreinte. Et un bilan. Le bilan a été fait pour les fruits issus de la forêt par rapport à l'huile d'argan qui a été extrait dans le processus industriel. Donc, c'est un petit peu différent et ça sera difficile de faire cette comparaison-là. Mais nous avons des valeurs qui ont été partagées avec Onzoa dans un rapport qui va être distribué très prochainement, contenant les valeurs des réservoirs, des différents réservoirs de la biosphère, le sol, le bois mort et la biomasse aérienne, ainsi que l'écosystème, et également les vergers pour les plantations de différents âges. Pour ce qui concerne les méthodes utilisées, la mesure de la fraction, effectivement, nous avons fait la calcination, la méthode de calcination, pour tous nos échantillons. Tous les types de peuplement ont été échantillonnés. Nous avons pris la biomasse du tronc, des différentes parties de l'arbre pour lesquelles nous avons fait la calcination. Mais nous avons les données et puis nos données ont été comparées aux chiffres partagés par l'IPCC. Alors, pour éviter ce problème-là de précision, parce qu'on dit que la calcination, il surestime un petit peu les valeurs, parce que dans le bois, quand on le brûle, il n'y a pas que le carbone qui s'échappe, mais également l'oxygène et l'hydrogène. Et donc, ça surestime un petit peu. La meilleure façon de faire ce calcul-là, cette mesure, c'est de faire le dry ignition. C'est brûler la calcination sèche par des méthodes plus précises. Donc, on a fait ces deux méthodes, mais nous avons opté pour la méthode IPCC pour éviter ce problème-là de surestimation. La méthode destructive en non, pour les vergers que nous avons estimés, nous avons fait la méthode destructive. Nous avons opté pour la destruction des plantules dans les différentes régions des périmètres de plantation pour les différents âges d'Argane. Mais pour la forêt, on ne peut pas parce qu'il y a une réglementation, on ne peut pas détruire l'arbre et puis ça va prendre beaucoup pour faire un grand échantillonnage. Donc, on est passé pour l'estimation, ce n'est pas les équations allométriques, mais nous avons mesuré des sections d'arbres, section par section,
ce sont des mesures sur terrain pour avoir le volume exact. L'équation allométrique pour les arbres de forêt dont Jamal, si vous pouvez résumer. Oui. Donc, l'équation allométrique pour l'arbre dont Asma a parlé, ça concerne seulement la partie plus haute, les feuilles, les petites branches qui sont inaccessibles. C'est pour eux qu'on a pris des images pour faire l'équation pour cette partie-là. Mais pour tous les troncs, les grandes branches, nous avons mesuré leur volume. Et pour passer à la biomasse, nous avons pris des échantillons de biomasse qui ont été mesurés. C'est la densité volumique et puis la teneur en carbone. J'espère que j'ai été clair et désolé pour le détail qui a pris un petit peu de temps. Désolé. Donc, merci, si Jamal. Je donne la parole à Mohamed Luhay. Merci, Said Haj. So we have two questions, one from Si Jamal and one from Sindersa. For the soil, well, the first question was about the soil sampling. So generally what we did, because in the end, in our experiment, we didn't just amend the pit moss, but we prepared trenches like 60 centimeter deep, and we mixed the soil with the pit moss directly. And then we reconstructed a whole soil around the tree, like it was 80 centimeter wide and 60 to 70 centimeter deep. And then what we did is that we sampled after 3 years. So as you saw, we sampled this like close to the tree, and we sampled for 3 depths. And as you saw of course we had repetitions around 3 blocks, so we had like spatial representation, and you can see that the pit moss, normally it should be high, but what I tried to show is that when irrigating, the mineralization really starts, and after some years we won't see that effect anymore. So we'll have all the organic matter will deplete. And compared to biochar is what was in lower levels, but we still had the same levels after 3 to 4 years. The second question about how the sampling is done for the biomass. So what we did is that, as I told before, we had nearly 5,000 trees in the plantation over the 2 hectares. And as you saw with species, irrigation, and soil, we had 84 interactions. And then we took at least 6 replicates per interaction. So what we did is that in non-destructive sampling, we just took everything that we have in the field. Like each month, we will just measure 5,000 seedlings, and then once per year, we will just destroy nearly 1/4 of the plantation. Like it was nearly 1,000 sample, at least in the first year when the plants were still small. And then what we did is that we just take a representative sample, and we try to develop. We have allometric equations, so we can transform non-destructive data to carbon stocks or biomass. Regarding the Professor Mdrasa question, it's about the method of carbon biomass quantification in the biomass. So we use generally the combustion analysis. We have a CNOHS analyzer, and this will give us how much carbon we have in the biomass directly. But also, as you saw in the level of a tree or something else, we work by destructive sampling or allometric equations, because it's the only way to do it. We had some trials to do estimates by remote sensing, mainly drones or satellite data in bigger plantation, but we are working on that. For the soil, we work mainly organic matter. We used both method, either the normal Wolke Black method for soil, so for organic matter, but also we can use directly combustion analysis
for the same purpose to have. And for combustion analysis, we do both. It will give us, for soil, it will give us organic and inorganic carbon, and we can do an acid attack for the same sample and reanalyze it again so it's give us the only organic, and we have to the both pool how they evolve. So thank you. Thank you, Si Mohammed. Donc, I will give the floor to James, Mitigate James. There have been a main question about the process of integrating farmers to the carbon market. Yeah. So there was a question around how we ensure that those farmers who are selected will adopt the technology, and also the procedure with the farmers to the carbon market. First of all, let me say that the farmers we select are selected on the basis of willingness, to participate in the project. The other thing is that we are working with the farmers who belong to a large cooperative of more than 30,000 farmers, and that's a cooperative that is organically certified, and a cooperative that is into the premium market of coffee. So issues like carbon sequestration and other issues related to sustainability actually go a long way to ensuring that their coffee fetches better market in Europe. And therefore, because of those aspects, then you find that there is a motivation for those farmers and the cooperative to find a reason to adopt the technology. The other issue is that the farmers we select and the positions of the landscapes is such that the farmers we select are farmers who will get multiple benefits in terms of even the contribution of those trees into their own landscape. So, like those farmers who have already started seeing their land degradation taking place and affecting negatively productivity, then form part of the group that we select. And therefore, because of these multiple benefits, then you find a strong willingness of those farmers to get into the project and to adopt the technology. The other issue is issues around the capacity building, that we don't just intervene with it as just a carbon market project. Rather, we intervene with it as a project that is bringing other multiple benefits like improvement of coffee yield, improvement of coffee quality, and then the carbon market itself. And where the carbon markets also gets some money for the farmers, the funds the farmers get from the carbon market, they are actually trained that those funds are supposed to help them implement other projects that would have even larger benefits to the households, like projects related to, let's say, apiculture, fish farming. So it comes as an integrated system of carbon. It comes as an integrated system whereby there are many multiple benefits that are put together to ensure that the farmers see the benefit of such an intervention. There was a question around the carbon market. The carbon market, the way it's implemented in this project is through EcoTrust. EcoTrust is an agent of Plan Vivo, and so EcoTrust helps in terms of connecting the farmers to the carbon market and also getting the money, getting the funds from Plan Vivo once those sites have been verified, and then disseminating that money to farmers via the cooperatives that those farmers belong to. So there are multiple issues here that then situated that farmers adopted the technologies, and multiple issues that enhance the way farmers interact with the carbon market. Thank you. Thank you, James. And I will give the floor for the last participants, Si Webin-Argane. There is a lot of questions about what Torba is doing, how it will contribute to develop this carbon market. Si Webin-Argane. Ok, donc je vais répondre aux questions de ce que j'ai noté en tout cas, mais n'hésitez pas s'il y a plus d'éclaircissements. Donc pour Si Jamal, vous avez parlé d'éligibilité, d'étapes d'accéder au marché et s'il y a des opportunités à avoir du succès sur le marché. Moi, je vous donnerai
une réponse un peu plus globale parce que j'ai vu pas mal de questions, surtout quand on parle de certification. Sorry for the colleagues in English. I want to make sure that we have a clear understanding of this carbon market situation. So I will answer those questions in French. Alors, quand on parle de certification pour les marchés carbone, c'est le principe de la certification, c'est un peu différent de ce qu'on entend sur des normes comme ISO, comme Global Gap, etc. Non, ça, c'est des méthodologies qui sont établies par des standards qui commencent à gagner d'attraction. Il y a Vera, il y a Gold Standard, il y a Plan Vivo, comme James a mentionné. Donc, ça, c'est des standards qui donnent des méthodologies. Ces méthodologies, c'est quoi en fait? On sait que un végétal, ça séquestre du carbone d'une manière ou d'une autre, mais il faut que ça soit prouvé selon une méthodologie reconnue. Parce que l'achat ou alors la vente des crédits carbone, il se fait à travers ces interfaces de ces organismes de certification. Donc, ils établissent une méthodologie et sur la base de cette méthodologie, il faut s'y conformer pour pouvoir être éligible à la Carbon Credit Issuance. Et donc, pour la partie land use, au Maroc, on opère sur tout ce qui est semi-direct, rotation des cultures, gestion des résidus. Et ça, c'est quelque chose qui est dicté par une méthodologie de Vera. Donc, on essaie de nous y conformer. Bien sûr, nous, on s'occupe de tout ce qui est baselining, tout ce qui est étape avec les certificateurs, tout ce qui est audit par la suite par le third party. Et donc, pour l'éligibilité, pour répondre directement à ta question, si j'ai mal, l'idée c'est que on a fait une sorte d'étude de faisabilité pour tout ce qui est afforestation et on est en cours sur la partie agroforesterie. Donc pour la partie afforestation, il faut juste garder en tête que pour les marchés carbone, il y a le principe de l'additionnalité. Il faut prouver l'additionnalité. Du coup, quand on parle d'opportunités, bien sûr qu'il y a des opportunités, qu'il y ait du succès. Bien sûr, ça, c'est des choses que nous avons assessées avec le standard, c'est-à-dire le gold standard qu'on a choisi. Il y a des étapes, bien sûr, que nous allons commencer à mettre en place. Il y a tout ce qui est en relation avec disons, les agriculteurs qui vont planter ou alors qui sont sur ces projets disons, d'afforestation, de plantation d'arbres, etc. Maintenant, quand on parle de... bon, c'est vraiment, je crois que je vais un peu revenir sur les questions qui ont été posées. Après, s'il y a des choses à éclaircir, on peut... Ok, si jamais. Donc, quand on parle de paiement pour les agriculteurs, c'est la question de prof Temni. En fait, intervenir, c'est Mohamed Amin pour la question. La question, c'était que est-ce que l'Argane a une chance, vu après les valeurs que nous avons partagées, est-ce qu'il a une chance d'intégrer ce marché-là? Parce que je dis ça parce que la zone de la biosphère de l'Argane, c'est une zone aride. Et puis, une forêt qui n'est pas vraiment dense comme les autres forêts. Nous avons des valeurs, certes, okay, comme a dit... c'est Jamal, en fait, pour l'Argane, c'est une variété endémique. Ça, c'est quelque chose de très, très apprécié par les marchés. Ce n'est pas une question de densité, en fait. Il ne faut pas imaginer ça comme une végétation. Ce n'est pas ça. Et je crois que toutes les présentations, notamment celle de Madame Asma, on parle de above ground, below ground biomass. C'est plus ça. Et disons que les variétés endémiques, c'est quelque chose qui est très, très encouragé dans le sens où il faut juste garder en tête que pour les marchés carbone, c'est la volonté de réduire ou alors bon, pas annuler, mais disons atténuer l'effet que la pollution ou les émissions ont sur les écosystèmes justement, disons, endémiques ou la naturelle. Donc, par rapport à la partie
la question du paiement des agriculteurs, en fait, il faut garder en tête que pour les marchés carbone, le plus grand souci, c'est l'impact social. C'est-à-dire qu'il faut que les populations les plus impactées par les émissions ou par tout ce qui est, disons, changement climatique puissent bénéficier de ce marché. Donc, c'est, disons, c'est dans les prérequis des standards que la plus grande part des ventes des crédits carbone soit reversée aux agriculteurs. Pour le cas de la première partie que nous avons initiée chez Torba, c'est la partie land use, quand on parle, c'est des grandes cultures. Et on est à 65% du prix de vente du crédit carbone qui est reversé à l'agriculteur. Maintenant, pour la question des prix, elle est un peu variable. Et donc, nous, on s'engage sur le pourcentage. Et bien sûr, la somme variera selon le cours du crédit carbone. Voilà, il y a eu d'autres questions sur le chat. Et que c'est Il y a une question par rapport à ce que vous pouvez offrir comme service pour promouvoir un peu les crédits carbone au profit de certaines filières ou de certaines activités économiques marocaines. Il parle aussi par rapport à la demande ou l'exigence c'est du ça, marché. voilà, oui. C'est une question très, très importante, surtout parce que pour nous, en fait, je sais qu'il y a pas mal de discussions, surtout sur les filières d'exportation, sur la taxe à la frontière, sur ce à quoi on s'attend. Donc, pour nous, Tourba vendra des crédits carbone au Maroc comme à l'international. Donc, on est bien très ouvert à aider les exportateurs marocains justement à approuver notre neutralité carbone. Maintenant, ce qu'on peut offrir, nous, c'est des crédits carbone. C'est-à-dire que, par exemple, un producteur Matalan, qui exporte, il a l'estimation de son empreinte carbone. Nous, on peut lui fournir des crédits carbone pour offsetter cette empreinte carbone. Pour ce qui est des services que nous offrons, maintenant, pour les agriculteurs, on est dans le sens de les accompagner et les former sur les pratiques qui sont éligibles et qui leur donneront accès au marché carbone. Et pour, bien sûr, les différents opérateurs, bien sûr, on est ouvert à échanger, à, disons, donner plus de détails sur ce qui est requis, quels sont les différents... Bon, on est marocain, on est ouvert à l'échange. Voilà, j'ai envie de dire, c'est ça. Très bien. Merci beaucoup. Thank you very much. On est déjà au-delà du timing Bon, c'est très intéressant. Ça donne lieu à beaucoup de discussions, beaucoup de débats. J'espère peut-être qu'on aura une autre occasion d'encore parler du sujet, d'aller en profondeur, peut-être dans la prochaine édition du Congrès international de l'Argane ou dans un autre webinaire. Pour ne pas retenir les participants qui sont parmi nous encore plus, j'ai envie de partager avec vous quelques leçons qu'on peut retenir des différentes recommandations formulées à travers des discussions avec vous ou sur ce qu'on a noté dans soit les présentations ou les questions. Et j'espère que ça brosse un peu, ça définit les grandes lignes de perspective d'une suite à ça. Et comme je l'ai dit au début, donc c'est un sujet qui intéresse beaucoup d'acteurs dans l'Arganerie parce qu'on considère que le marché carbone, c'est un levier potentiel pour aller plus loin dans le développement de l'organiculture, mais aussi dans la gestion durable de l'écosystème. Donc l'écosystème, c'est un élément clé. Donc, comme ça a été dit par plusieurs participants, les recherches doivent être approfondies. Je crois qu'on a un bon début avec ce que fait l'INRA, ce qui a été fait à l'Université Mohamed VI, ce qui est fait par l'APNI sur un autre écosystème, mais qui nous donne des leçons comment
entamer un processus d'intégration d'agriculteurs dans le marché carbone. Comme ça a été dit, il faut considérer l'écosystème dans sa totalité. Donc, c'est un autre volet de recherche important. C'est Saber a touché un élément clé, c'est que en entamant ce projet, il faut actualiser toute l'information et les données que nous avons sur la forêt, donc l'inventaire forestier. C'est quelque chose qu'il faut considérer pour le considérer dans des zones homogènes. Et la proposition d'ILC à Boudrer, elle est importante. D'ailleurs, on a discuté déjà avec l'INRA comment le faire. C'est le dessèchement qu'on observe dans l'arganerie, un peu partout. Ça peut être une opportunité pour faire des prélèvements et des observations destructrices qu'on ne peut pas faire dans une situation normale et naturelle. Donc, c'est à travailler avec l'INRA, peut-être avec d'autres partenaires. Le processus qui a été partagé avec nous pour le café, c'est aussi un processus à considérer, à entamer, à discuter. Je crois que ça peut faire l'objet d'un webinaire. Quelles sont les différentes étapes de ce processus? Comment les mettre en œuvre avec les différents partenaires pour intégrer les agriculteurs dans le marché carbone et qu'on doit entamer très rapidement. Comme ça a été dit dans un débat par rapport à l'endémisme de l'espèce, c'est quelque chose dont il faut profiter pour un peu intégrer l'agriculture dans ce marché carbone, parce qu'il est porteur d'une production de carbone de haute qualité, parce qu'il a cette dimension économique, sociale, culturelle, d'endémisme aussi qu'il faut considérer dans ce marché carbone. Voilà un peu quelques idées globales que j'ai retenues à partager avec vous. Donc, une autre fois, merci beaucoup pour avoir participé, d'avoir pris la peine de rester jusqu'à la fin de ce webinaire. Et on vous donne rendez-vous à notre webinaire qui va traiter une autre question. Donc, thank you to James and other participants that speak English. And we will share with you all the recommendations and a kind of summary reports, and waiting to see you in another webinar again in the future, talking and discussion about other issues related to biosphere reserves and mainly to Argane Biosphere Reserve. Thank you for being here. If you can hook your camera so we can try to take a picture together, so it will be good before leaving. Thank you. So you can open your cameras if you can. Tu quittes le partage. Hein? On peut ouvrir les caméras, peut-être? On ne donne pas la main. On n'a pas la main pour la caméra. Really? Ok, c'est pas grave. Ferme le partage, il n'est pas fermé, comme ça on aura toutes les partagés. Okay. So, all people, you can hook your cameras, please. Yes. jamais. ما عنديش كاميرا. Oh. شوف بلاتي شوف عندي واحد الكاميرا هنا. بسم الله. Okay. The others do not have cameras, so. So James, who is with us from Kenya, isn't it? We have people with us also, Said Al-Haj from Spain, Jose Yes. Alfonso Okay. Gomez de Milagros from Cordoba. Okay. Okay. So thank you very much, and see you next time in another webinar on other issues. Thank you so much. Bye-bye. Really appreciate it. Bye-bye. See you next time. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Bye-bye.
لكن مش هستخدم.